Tu viens de signer ton compromis, tu es content, tu as trouvé le bien, tu te projettes déjà sur la division, la surélévation ou même le changement de destination. Tu vois les lots, tu es en train de voir les marges et tu vois aussi le cash, forcément. Sauf que tu as oublié un truc qui peut réduire ta marge à zéro. Et pire, il peut transformer ton projet rentable en cauchemar administratif de 12, 18 ou 24 mois. Ce truc, tu vois, c'est ce qu'on appelle la lecture urbanistique. Et je vais te dire un truc qui va peut-être choquer, mais sur les 300 projets que j'ai pilotés en bientôt 18 ans de BTP, avec plus de la moitié des investisseurs que je récupère en urgence, qui ont acheté leurs biens sans avoir vérifié que l'urbanisme autorisait à faire, ils ont acheté à l'instinct, ils ont acheté parce que le tableur Excel, il était super beau, et ils se retrouvent aujourd'hui coincés. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que tu dois vérifier avant de te positionner sur le bien. Le PLU, le zonage, les ABF, architectes des bâtiments de France, le stationnement, le changement de destination, les divisions. Je vais vraiment tout te donner pour que toi, tu ne fasses pas partie des 80% qui achètent un bien qui n'ont même pas le droit de transformer. Allez, c'est parti, on commence. Juste avant qu'on rentre dans les détails, laisse-moi te raconter rapidement ce qui m'a fait prendre conscience de l'importance de ce sujet. Il y a quelques années, un investisseur arrive chez moi. Le mec, bon, il signe son compromis, il a trouvé une maison en périphérie de ville, grand terrain, grosse surface, donc du coup, t'imagines bien que sur le papier, tout était carré. C'était un projet de division classique comme on a l'habitude d'en voir. Il veut découper le terrain en 3 ou 4 lots, revendre et sortir avec une belle marge. Le problème, c'est que ce gars-là, il avait jamais ouvert le PLU. Pas une seule fois. Il savait même pas dans quelle zone il se trouvait. Et quand on a regardé ensemble, on s'est rendu compte que le règlement du lotissement, il interdisait purement et simplement la division qu'il voulait faire. Les règles privées du lotissement étaient encore plus restrictives que celles du PLU. Et ça, personne lui avait dit. Que ce soit l'agent immobilier, son entourage, personne. Résultat des courses, il a dû se rétracter, il a perdu du temps, de l'énergie et de l'argent en frais de montage. Et ce cas-là, tu vois, c'est absolument pas un cas isolé. Je le vois tout le temps, des investisseurs qui tombent amoureux d'un bien, qui calculent des marges dans leur tête, ils vérifient la faisabilité urbanistique seulement après. C'est comme si en fait tu étais en train de signer un contrat de mariage avant de rencontrer la personne. C'est complètement absurde. Et pourtant, c'est ce que fait la majorité des gens. Donc, on va poser les bases. Tu vas comprendre exactement comment lire un règlement d'urbanisme, quels sont les points critiques à checker et comment cette seule compétence peut te faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Bon, le PLU, c'est quoi? C'est le plan local d'urbanisme. C'est le document qui te dit ce que tu as le droit de faire et pas faire sur la parcelle, sur la commune où tu te trouves. Point. Il n'y a pas d'autre règle. Et pourtant, tu as la grande majorité des investisseurs qui ne l'ouvrent jamais ou alors ils le survolent vite fait en se disant ouais, c'est bon, c'est constructible. Sauf que constructible, ça veut tout dire et rien dire. Ce que tu vas chercher dans le PLU en premier, bien évidemment, c'est le zonage. Tu veux savoir si tu es en zone U, AU, N, peu importe. La zone U, c'est urbain. C'est déjà construit, c'est déjà viabilisé. C'est là que tu veux être en général dans 90% des cas. La zone AU, c'est la zone à urbaniser. Ça veut dire que la commune prévoit d'y construire un jour. Mais c'est pas encore fait. Donc attention parce que les conditions de constructibilité ne sont pas les mêmes. Et ensuite, dans ce zonage, tu vas chercher des informations très précises. Et là, je vais te donner 5 points que je vérifie systématiquement avant même de me déplacer pour visiter un bien. Premier point, ça va être l'emprise au sol. C'est ce qu'on appelle le CES, le coefficient d'emprise au sol. En gros, c'est le pourcentage de ton terrain que tu peux occuper avec du bâti. Si tu as un terrain de 1000 m² et que tu as un CES de 40%, tu peux construire 400 m² maximum au sol. Si tu veux faire une extension, il faut que tu saches si tu es déjà au maximum ou pas. Deuxième point, la hauteur maximale autorisée. Si tu veux surélever, si tu veux aménager des combles, il faut que tu saches jusqu'où tu peux monter. Parce que le PLU, il va te dire 9 mètres au faîtage, et si tu es déjà à 8,50, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre en fait. Troisième point, les règles de stationnement. Et ça, c'est un truc que quasi personne ne regarde. Et ça, c'est une erreur fatale. Le PLU, il impose souvent un nombre minimum de places de parking par logement créé. Si tu divises en 5 lots et que tu as besoin de 5 places de stationnement que tu n'as pas, ton projet, il est mort-né. Bon, il existe des petites choses, mais bon, ça dépend des communes. Ou alors, tu vas devoir payer une taxe compensatoire qui va bouffer ta marge. Et de plus en plus, les communes, elles demandent des places de parking couvertes. Donc, vérifie bien ce point-là. Quatrième point, les servitudes. Est-ce qu'il y a des servitudes de passage, des concessions EDF, des réseaux qui passent sous la passerelle? Est-ce qu'il y a un droit de passage pour un voisin? Tout ça, c'est dans le PLU ou dans les documents cadastraux qui sont associés. Si tu as une servitude qui traverse ta passerelle, ça peut rendre certains aménagements impossibles. Cinquième point, les accès indépendants. Si tu veux diviser, il faut que chaque lot ait son propre accès. C'est pas juste une question de confort, c'est une obligation réglementaire dans la plupart des cas. Et il faut aussi vérifier que tu peux raccorder chaque lot au réseau, c'est-à-dire eau, électricité, assainissement, voirie. Parce que
que si le raccordement est pas possible ou s'il coûte 30 000 euros, et ben, ton calcul de marge, et ben, ça vient changer drastiquement. Et tout ça, tu le vérifies avant de te déplacer. Tu utilises le cadastre en ligne pour prévisualiser les surfaces de terrain. Tu vas utiliser Google Earth, Street View pour estimer l'implantation. Tu vas utiliser les bases DVF, les demandes de valeur foncière pour connaître les prix réels de vente dans le secteur. Encore une fois, pas les prix d'annonce. Si tu fais ça, tu perds plus ton temps à visiter des biens qui sont pas faisables. Tu filtres tout en amont. Et ton temps, bah, dis-toi que c'est de l'argent en fait. Le PLU, c'est ton premier filtre. Maintenant que tu as compris ça, il y a un deuxième obstacle que la plupart des investisseurs découvrent trop tard. Et celui-là, bah, il peut rallonger ton projet de 6 mois minimum et parfois plus. Et là, je vais te parler des ABF. Les ABF, c'est les architectes des bâtiments de France. Si ton bien, il se situe dans un périmètre qui est protégé, un secteur classé à proximité d'un monument historique, d'une église, d'un château, de quoi que ce soit de patrimonial, tu vas devoir passer par eux et obtenir tes autorisations. Et là, je vais être cash avec toi. Les ABF, c'est un monde à part. Les délais d'instruction sont plus longs, les exigences, forcément, elles sont plus strictes, et les refus, ils sont fréquents si ton projet, il respecte pas leurs critères esthétiques et patrimoniaux. Par exemple, tu veux poser des menuiseries PVC. En secteur ABF, eh ben, c'est souvent refusé. Ils vont te demander du bois, parfois de l'alu, avec des coloris qui vont être imposés. Et le bois, bah, ça coûte plus cher que le PVC, donc ton budget menuiserie, il vient de doubler, voire tripler. Tu veux faire un ravalement de façade. Les ABF vont te dire quelle teinte utiliser, quel type d'enduit, et parfois même quelle technique de pose. Et si tu veux modifier l'aspect extérieur du bâtiment, comme créer des ouvertures, modifier la toiture, et bah, bon courage. Parce que si t'es pas accompagné là-dessus par un architecte, quelqu'un qui connaît ça, c'est mort. Donc chaque modification doit être validée par eux. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut fuir les secteurs protégés? Non, absolument pas. Et c'est là que beaucoup d'investisseurs se trompent. 90% des investisseurs n'osent pas aller dans des secteurs protégés. Ils ont peur de la complexité et c'est exactement pour ça que c'est une opportunité. Il y aura bien évidemment moins de concurrence, plus de valeur et plus de marge. Ma cliente Fatima, qui est comptable, mariée, 2 enfants et elle avait 0 investissement en immobilier avant de nous rejoindre. En 6 mois, on lui a trouvé un bien divisible en 6 lots, un projet qui était en secteur ABF, validé par l'urbanisme et les architectes des bâtiments de France. Résultat de l'opération, 275 000 euros de marge après la revente sur son premier projet. Pourquoi? Parce que le bien, il était dans un secteur que tout le monde fuyait. Parce que la préparation, elle doit être carrée. Les plans étaient faits par un architecte qui connaissait les exigences locales. Le dossier, il était béton et forcément, bah, les ABF, ils ont validé. Le secret, c'est pas d'éviter les ABF, c'est de les comprendre, de respecter leurs règles, de parler leur langage et de les intégrer dans la stratégie dès le départ et pas après coup. Et pour ça, avant même de déposer quoi que ce soit, tu te rapproches de la mairie pour savoir si tu es en secteur protégé. Et si c'est le cas, bah, tu vas voir un architecte qui a l'habitude de travailler avec les ABF. Maintenant, il y a un troisième sujet qui peut être le plus dangereux de tous, parce que c'est celui où les investisseurs perdent le plus d'argent sans s'en rendre compte. Je te parle des autorisations administratives et des délais que personne n'anticipe. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand tu es investisseur, et encore plus quand tu es marchand de biens, ton ennemi numéro 1, c'est le temps. Chaque mois qui passe, c'est des charges qui courent, des intérêts qui s'accumulent et du portage que tu payes. Et l'urbanisme, c'est le poste où tu peux perdre le plus de temps, parce que tu dépends des administrations et les administrations, elles ont leur propre rythme. Je vais te donner les délais réels que tu dois intégrer dans ton prévisionnel, pas les délais théoriques, je te parle de vrais délais de terrain. Un certificat d'urbanisme, tu comptes un délai de 2 mois. Une demande de division ou un permis de lotir, entre 3 et 6 mois. Un PA, donc pour les gros détachements avec plusieurs parcelles au-delà de 5 parcelles, c'est 6 mois minimum. Et après, le dépôt de ces autorisations, tu as un délai qui s'appelle le recours des tiers. C'est en général 2 mois supplémentaires pour la purgation. Pendant ces 2 mois, n'importe quel voisin peut contester le projet. Donc si tu additionnes tout ça, dans le pire des cas, tu prévois 9 à 12 mois pour une opération avant même de poser le premier coup de pioche. Et ça, la grande majorité des investisseurs ne prennent pas forcément en compte. Ils signent leur compromis, ils pensent que dans 3 mois c'est réglé, et 8 mois plus tard, ils sont toujours en train d'attendre une réponse de la mairie. Maintenant, concrètement, quelles sont les autorisations dont tu as besoin selon ton projet? Si tu modifies l'aspect extérieur d'un bâtiment, donc façade, toiture, couverture, tu as besoin au minimum d'une DP, une déclaration préalable. Le délai d'instruction, il est d'environ 1 mois. Si tu fais une extension de plus de 20 mètres carrés, en zone urbaine ou 40 mètres carrés dans certaines zones, tu as besoin d'un permis de construire. Délai d'instruction, il est entre 2 et 3 mois. Si tu fais un changement de destination, par exemple, transformer des bureaux ou un local commercial en logement, c'est aussi soumis à des autorisations. Et il faut que la commune le permette dans son PLU. Toutes les communes n'autorisent pas tous les changements de destination. Et là, je vais te donner un conseil que très peu de gens appliquent, c'est que dès que tu signes un compromis, tu as en général 3 mois devant toi avant l'acte authentique. Bon,
C'est vrai que maintenant on est plus sur du 4 à 6 mois, mais pendant cette période-là, elle est pas faite pour attendre que la banque autorise ton prêt les bras croisés. C'est fait pour préparer ton projet. Tu lances les études, tu fais tes plans de conception, tu déposes toutes tes demandes, tu fais tes consultations finales des entreprises et tu prépares ton rétro-planning. Parce que si tu attends d'être propriétaire pour commencer à te poser ces questions, tu viens de perdre 3, 4, 6 mois. Et 3 à 6 mois de portage, selon le projet, ça peut te coûter des dizaines de milliers d'euros. Julie, une de mes anciennes clientes, elle a gagné 150 000 euros sur un projet que tout le monde trouvait petit. Comment? Parce qu'on avait tout préparé en amont. Les autorisations, les études, les plans, les consultations d'entreprise. Le jour où elle est devenue propriétaire, tout était prêt à démarrer. Zéro temps mort. Et chaque jour gagné, c'est de la marge en plus. Vincent, notre client, en 3 semaines de travail avec nous, il a réduit ses coûts de travaux de 40% et ses coûts de préparation de 25%, avec un gain net de 78 000 euros sur une enveloppe travaux de 300 000 euros. Et on n'avait fait qu'une revue en surface du projet. Tout ça parce qu'il a arrêté de foncer tête baissée et qu'il a structuré son approche urbanistique et technique avant de dépenser. Donc, tu sais maintenant comment est-ce qu'on lit un PLU, comment est-ce qu'on gère les ABF et pourquoi le timing administratif est ton ennemi si tu ne l'anticipes pas. Mais il va rester un dernier point. Et c'est celui-là qui fait la différence entre l'investisseur du dimanche et l'investisseur aguerri. C'est la capacité de voir le potentiel caché d'un bien à travers une grille urbanistique. Quand tu maîtrises la lecture urbanistique, il se passe un truc. Tu regardes plus les biens de la même façon. Tu vois plus un immeuble, tu vois des lots. Tu vois plus une grande maison sur un terrain, tu vois du détachement parcellaire. Tu vois plus un local commercial, tu vois des mètres carrés habitables à créer. Et c'est exactement là que tu vas fabriquer ta marge. On va prendre un exemple concret. La division. Tu trouves une grosse maison bourgeoise en ville. Le marché ne veut pas de maison à 400 000 euros dans le secteur. Mais le marché répond plus à des demandes comme des T2, des T3 à 120, 130, 140 000. Donc, toi, tu vas acheter la maison. Tu vérifies, bien évidemment, dans le PLU que la division elle est autorisée, que tu as les accès indépendants, que le stationnement est réglé et tu découpes en 4, 5, 6 lots. Ta marge, elle est entre la multiplication des lots. Mais attention, pour les surfaces de terrain détachables, tu vises souvent des parcelles supérieures à 400 mètres carrés par lot. Parce qu'en dessous, en général, les communes, elles autorisent pas. C'est trop petit pour construire. Le détachement parcellaire, tu trouves une maison, par exemple, sur un terrain de 1200 mètres carrés, en zone urbaine constructible, tu achètes la maison, tu détaches le terrain, tu revends les deux séparément, la maison d'un côté, le terrain à bâtir de l'autre, et parfois juste avec des frais d'architecte et de géomètre, tu sors une marge à 6 chiffres. Un exemple, c'est Lucas, un de mes clients, technico-commercial, célibataire, 3 ou 4 opérations ratées derrière lui. Il a moins de 20 000 euros de liquidité. On lui trouve une maison avec un terrain. On détache les deux. On fait une revente en 2 lots séparés. Et là, bam, 130 000 euros de marge nette avec 0 levier bancaire. Il y a aussi le changement de destination. Tu trouves un local commercial ou des bureaux en ville. C'est souvent moins cher au mètre carré que du résidentiel. Tu vérifies dans le PLU que le changement de destination, il est autorisé. Tu transformes en surface habitable et tu vends ou tu lis ou tu loues au prix résidentiel. La différence entre le commercial et la résidence, c'est ta marge. Et les pépites, c'est quoi? C'est un terrain qui est classé en agricole, mais qui est en cours de changement de zonage. Ça, c'est royal. C'est un bien avec un droit de construire résiduel non exploité, donc de la surface habitable restante que personne n'a vue. C'est une succession avec des héritiers en conflit qui veulent vendre vite, donc à prix cassé. C'est une maison abandonnée sur un grand terrain, donc ultra facile à détacher. Tout ça, tu ne le vois que si tu sais lire l'urbanisme. Si tu sais pas, tu passes devant des opportunités tous les jours, ça, sans le voir. Donc au début de cette vidéo, je t'ai dit que 80% des investisseurs achètent un bien qu'ils n'ont pas le droit de transformer. Maintenant, tu comprends exactement pourquoi. Et tu comprends pourquoi la lecture urbanistique, c'est pas un détail administratif. C'est le premier filtre rentable de ton projet. Donc, on récapitule ce que tu dois faire. Avant même de diviser, tu ouvres le PLU, tu vérifies le zonage, l'emprise au sol, la hauteur, le stationnement, les servitudes et les accès. Tu utilises le cadastre en ligne, Google Earth et les bases DVF. Si tu es en secteur ABF, tu fuis pas, mais tu t'entoures d'un architecte qui connaît les exigences des zones ABF. T'intègres les surcoûts potentiels dans ton budget et pour les délais, tu prévois des délais pessimistes de 9 à 12 mois dans le pire des cas. Et tu utilises la période du compromis pour préparer ton projet et pas pour attendre. Et pour voir les opportunités, tu cherches les divisions possibles, les détachements de parcelles, les changements de destination, tout ce que les autres investisseurs ne voient pas parce qu'ils ne savent pas lire l'urbanisme. Ça m'a pris presque 3 ans pour comprendre comment trouver un projet. Le revaloriser, aller chercher des marges à plus de 100 000 euros, toi, t'as pas besoin d'attendre aussi longtemps. T'as juste besoin de la bonne méthode. Et pour que tu passes à l'action tout de suite, voilà ce que je veux que tu fasses cette semaine. Prends le dernier bien que tu as repéré ou le prochain que tu vas trouver sur le bon coin. Et une fois que tu as appelé l'agent, que tu as récupéré à peu près l'adresse, tu fais ces 3 vérifications. En premier, tu vas sur le site de la mairie ou sur le géoportail et tu trouves le PLU. Tu regardes dans quelle zone se situe le bien. Zone U, zone AU ou autre chose. Deuxièmement, tu vérifies les règles de stationnement et d'emprise au sol. Est-ce que ton projet il est compatible avec ce que le PLU il autorise? Troisièmement, tu regardes si tu es en secteur protégé. Si oui,
puis tu l'intègres dans ta réflexion, pas comme un frein, mais comme un filtre qui va éliminer la concurrence. Si tu fais ça, je te garantis que tu vas éliminer 50% des biens qui te faisaient perdre du temps et que tu vas te concentrer uniquement sur ceux qui sont vraiment faisables et rentables. Écoute, la lecture urbanistique, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Mais entre comprendre les grandes lignes et savoir l'appliquer sur ton projet, avec tes contraintes, dans ta zone, tu te doutes bien qu'il y a un monde. Donc, si tu as un projet en cours, ou si tu veux te positionner sur un bien, et que tu veux être certain à 100% que c'est faisable avant de signer quoi que ce soit, j'ai des créneaux qui sont ouverts pour des sessions de diagnostic qui sont 100% gratuites. Ça va prendre 45 minutes, 1 heure. On va regarder tout ça ensemble. Ton bien, ton marché, ton urbanisme. Et je te dis précisément si ton projet tient la route ou pas. Que tu travailles avec moi derrière ou pas. Le lien, il est en description. T'as rien à perdre, sauf peut-être les 50 000 € que tu allais laisser sur la table en ne vérifiant pas les règles urbanistiques. C'était Sadia. Ciao, ciao.